Bonjour Christelle. Bonjour Lisa. Alors, je l'ai découvert relativement jeune, puisque je l'ai découvert à la suite d'une expérience d'état de conscience modifié, en fait. Certains appelleraient ça une expérience de mort imminente, mais moi j'appelle ça un état modifié de conscience parce que lors d'un accident de voiture, je me suis retrouvée éjectée sur le tableau de bord et j'ai cogné dessus. Et en fait, je me suis retrouvée dans un monde un peu parallèle, mais en même temps, j'ai pas été en arrêt cardiaque, on ne m'a pas réanimée. Ça a duré, je ne peux pas vous dire combien de temps. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu mon grand-père qui était décédé, que je n'ai jamais connu. J'ai découvert un monde il n'y a même pas de mot, qui est magnifique et en même temps qui était vraiment lumineux, etc. Et je suis revenue à moi. Et il y avait les pompiers, il y avait tout ça. Et par la suite, en fait, j'ai pas découvert, j'ai grandi avec ces possibilités médiumniques. Donc en fait, c'est à partir de l'âge de 8 ans, suite à cet accident de voiture, où j'ai pris conscience que... alors en fait, j'ai pas vraiment pris conscience parce que je ne savais pas que c'était des défunts au pied de mon lit. Ça veut dire que j'avais des personnages. Quand je me réveillais chaque matin, j'avais une ou deux personnes qui étaient au pied de mon lit et ils s'en allaient comme une bulle de savon qu'on va éclater avec une petite aiguille. Mais en fait, ça faisait partie de ma normalité. Donc à aucun moment je savais que c'était des personnes décédées. Je l'ai su après, à l'adolescence, où là, je me suis rendu compte que les autres n'entendaient pas et ne voyaient pas ce que moi je voyais. À l'adolescence, quand j'ai vraiment pris conscience que c'était des défunts, j'avais 14-15 ans. Donc c'est très destructeur à cet âge-là de se rendre compte que les autres ne voient pas, ils n'entendent pas non plus. Donc, et c'est là que j'ai compris que c'était des défunts, que c'était des personnes qui étaient passées ailleurs, etc. Donc c'est un parcours qui est assez particulier. Oui, mais sans même savoir pourquoi j'étais différente, je savais que j'étais différente, mais je pensais que tout le monde était comme ça, tout le monde était différent, que tout le monde... Et en fait, je me suis rendu compte avec l'adolescence que il y avait une petite particularité quand même de voir des choses que les autres ne voyaient pas. Alors non, moi j'ai personne dans ma famille. Alors avec d'autres collègues médiums, certains m'ont dit que peut-être j'avais mon arrière-grand-mère qui était un peu dans la médiumnité, mais au final non, pas comme je le vis au jour d'aujourd'hui. Donc peut-être qu'elle était intuitive, peut-être que... Mais non, j'ai personne dans ma famille qui a vraiment ça. Un peu mitigé et c'est un peu de l'un, un peu de l'autre. Donc j'ai de la clairaudience et de la clairvoyance. Donc si vous assistez tout à l'heure à la séance publique, des fois j'entends des prénoms, j'entends des voix, j'entends des phrases et je vois pas forcément le défunt. Donc c'est très très aléatoire. Et puis après, quand je prends contact avec ce défunt, c'est-à-dire quand je connecte à cette voix que j'entends, là petit à petit se dessine quelqu'un, une silhouette, habillée avec des vêtements de couleur ou pas. Enfin voilà, ça devient beaucoup plus précis après. Mais c'est assez mitigé. Oui, plutôt de ce côté-là à droite. Et c'est au niveau derrière l'oreille en fait. Ça veut dire que je sais que c'est pas mon tympan qui entend. Donc c'est très très particulier et à expliquer. Et quand on le vit depuis toute petite, on l'intègre. Mais c'est vrai qu'à expliquer, c'est pas facile de dire je n'entends pas avec mon tympan. J'entends au niveau de cette oreille-là à droite et derrière. Enfin, c'est assez particulier. Alors, j'ai appris à les connaître effectivement, mais c'est pas si facile que ça en fait. Quand j'entends certains de mes collègues qui disent oui, je connais mes guides, ils s'appellent Bernard, Daniel, moi je sais qui ils sont, mais j'ai appris à les connaître au fur et à mesure. Et
je reste très prudente. Ça veut dire qu'il faut vraiment que j'ai plein de contacts, plein de synchronicité. Il faut qu'ils me montrent aussi que ce sont bien mes guides et que j'ai pas n'importe qui vienne squatter comme ça en se faisant passer pour. Et c'est vrai que là maintenant, au jour d'aujourd'hui, à mon âge, c'est-à-dire depuis un certain temps de médiumnité à apprendre à canaliser, je sais effectivement qu'il Je préfère dire comment il se manifeste au jour d'aujourd'hui parce que la première fois, je ne sais pas vraiment déterminer quand. Puis ça serait trop long à expliquer. En fait, il se manifeste à des moments cruciaux pour moi, en fait. Ça veut dire avant une séance comme ça, je commence à sentir les présences et des défunts qui vont venir en contact et mes guides. Donc je sais que derrière, il y a quelque chose qui se prépare pour moi. Mes guides sont là, un peu en protection, etc. Donc c'est là où je les sens. Parfois je rêve d'eux, parfois je les ai en contact visuel. Enfin, tout dépend comment je suis aussi. C'est sûr. Christelle Dubois, c'est aide-soignante et médium. C'est pas que l'aide-soignante ou que la médium, c'est les deux. Donc au final, depuis que j'ai pris cette orientation d'aide-soignante, c'est sûr et certain que ça a développé et ça m'a aidé à vivre les expériences et à lâcher prise en fait. Parce que vu que ce sont des expériences que j'ai vécues moi personnellement, je ne peux que lâcher prise et fonctionner avec la médiumnité en tant qu'aide-soignante. Donc c'est vraiment les deux en même temps et c'est effectivement mon métier qui m'a appris à tout ce que j'ai appris au jour d'aujourd'hui en fait. Alors moi j'en suis sûre et certaine. Reste encore à convaincre certaines personnes du monde médical. Alors on s'ouvre petit à petit, mais maintenant que je côtoie beaucoup de soignants, que les soignants me posent des questions, etc., je me rends compte que j'invente rien dans ces contacts-là et que tout soignant a une expérience atypique dans un service de réanimation, quand il travaille dans ce genre de service. Tout le monde a quelque chose à raconter de particulier. Donc après, il y aura toujours les sceptiques et les réfractaires, et puis après, ça s'ouvre petit à petit. Alors sur moi, oui, mais pas vraiment sortir de moi, c'était plutôt quand j'étais dans un état modifié de conscience, donc en hypnose ou alors en méditation, ou quand je me pose, oui, c'est comme si je me dissocie de mon corps en fait. Et je ressens ma corde d'argent, je peux la voir, mais c'est en dissociation quoi en fait. Donc c'est très très particulier. Mais il n'y a pas très longtemps que j'arrive à voir ça, parce que là aussi c'est une... En fait, il faut s'entraîner à lâcher prise sur soi. Et certains vont méditer, ça va fonctionner. Moi, j'ai un petit peu de mal à méditer, je m'y mets petit à petit. Mais ce qui m'a beaucoup aidé à voir ce genre d'expérience, c'est l'hypnose. Voilà. J'ai été formée à l'hypnose, j'ai vécu des expériences en transe. Et c'est ça, en fait, qui a pu m'ouvrir cette possibilité de voir et de sentir ma propre corde d'argent. Alors, sur les mourants, oui, je les vois en instantané. Ça, c'est depuis que je suis aide-soignante, j'ai appris où était la corde d'argent, à quoi elle servait, sans lire aucun bouquin là-dessus. Ça veut dire que j'ai jamais lu quoi que ce soit. Je n'aime pas lire. J'aime écrire, mais pas lire. Et de ce fait, quand j'ai fait des conférences et que les gens me disaient oui, mais la corde d'argent, c'est écrit dans tel livre. Ah oui. Donc oui, sur les mourants, c'est quelque chose que je vois. Et sur les personnes dans le coma, sur les personnes par exemple qui sont aussi... je suis pompier volontaire, donc je suis menée à intervenir sur des interventions où on doit réanimer quelqu'un. Là aussi, j'ai la corde d'argent. Tout le temps, c'est tout le temps en fait. Que je sois en pompier, en civil, en aide-soignante, c'est quelque chose que je vois. Ça, à ce niveau-là, au niveau du thorax, plexus solaire, enfin voilà, c'est à ce niveau-là de toute façon.
Alors elle va se... Pour moi, c'est un signe indicatif s'il faut continuer la réanimation ou pas. C'est violent parce que moi, petite aide-soignante, je ne peux pas aller vers le médecin en disant stop. La corde d'argent s'est rompue, il n'y a plus moyen. Bah non. Donc c'est encore une fois très très frustrant pour moi par exemple, je parle en intervention pompier, de réanimer quelqu'un alors que je sais qu'il n'y a plus rien à faire. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie des choses. Et voilà. Mais oui, je la vois quand elle se rompt et quand il n'y a plus rien à faire sur le plan physique, que l'âme ne réintégrera pas son corps. Ça, je le vois. Ça m'est arrivé plusieurs fois où je l'ai vu avec une couleur différente, notamment sur les personnes qui étaient dans le coma et où la réanimation durait. Ça veut dire qu'on était sur une personne qui était à un stade terminal, il n'y avait plus rien à faire sur le plan physique et en fait l'âme était encore rattachée à son corps avec la corde d'argent et l'âme était de couleur grisonnante. Et ça m'a marqué parce que pour moi ça voulait dire qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais c'était que les machines qui maintenaient en vie la personne. Mais bon, c'est difficile là aussi. On empiète un petit peu sur le débat réanimation, pas réanimé, suicide assisté. Enfin voilà, on est sur des choses qui sont très très particulières. Et je m'aventure pas trop dans ce terrain parce que moi je vois, mais je ne me prends pas la responsabilité de dire. Parce que j'ai pas le droit, parce que voilà, ça ne se fait pas. Alors, un peu plus scientifiquement, on va dire, on appelle ça la vision des mourants. Ça veut dire que quelques jours avant, la personne va, pour nos soignants, pour les scientifiques, elle délire, mais en fait sur l'aspect médiumnique, les énergies vont s'ouvrir autour d'elle et vont faire qu'elle va voir effectivement tout ce qui se passe autour d'elle et elle va voir les énergies, enfin elle va voir les allers-retours des guides, des défunts, etc. Donc oui, ils voient certaines choses. Pas tous, parce qu'il y en a qui restent très ancrés, mais globalement oui, c'est des choses qu'on voit fréquemment. Alors, on a eu collaboré sur les patients qui étaient dans le coma et les patients qui étaient aussi sous anesthésie générale. Donc, on a expérimenté qu'est-ce qui était possible de faire et comment. Donc, la communication d'âme à âme, j'appelle ça. Hein, parce qu'en fait, je rentre en communication avec le comateux et je rentre en communication avec la personne qui est sous anesthésie générale avec des informations très percutantes, très précises. Et c'est pas de la télépathie, c'est vraiment il n'y a pas de télépathie puisque la personne sous anesthésie générale est en mode pause. Enfin, le cerveau continue à fonctionner, mais elle se met en état d'endormissement très profond. Et de ce fait-là, il n'y a pas de télépathie qui est possible. Donc, comment je peux savoir comment je peux avoir ce genre d'informations? Alors avec le docteur Charbonnier, on a ouvert la voie. Lui, il continue encore à expérimenter. Il sait que je suis disponible pour refaire les expériences, mais c'est vrai que ça a été très très instructif, et pour lui et pour moi. Parce que de ce fait-là, c'est une certitude, parce que moi je savais que je pouvais communiquer avec les comateux, mais j'avais pas été testée entre guillemets scientifiquement. Et là, ça a été une belle occasion de pouvoir voir jusqu'où ça pouvait aller cette communication. Donc, ça a été très très intéressant. Ça, j'en suis sûre. Dans le sens où, avec les livres que j'ai écrits, qui commencent à circuler, qui commencent à traverser les services, etc., j'ai pas mal de médecins qui me contactent en catimini. Et si j'étais aide-soignante dans leur service, ils ne seraient pas venus me voir. Mais vu que je suis une aide-soignante qui a des capacités, et je raconte pas de bêtises dans le sens où il n'y a rien d'inventé, tout est fluide et tout est expérimenté entre guillemets par ce que j'ai vécu, etc. Et du coup, ils me contactent pour prendre conseil et me dire mais est-ce que j'ai bien fait, mal fait et en fait, oui, ils s'ouvrent petit à petit, mais hors cadre médical.
C'est-à-dire que dans le contexte médical, moi je vais prendre ma blouse d'aide-soignante et je suis aide-soignante. Il y a le côté médium qui est là, mais en catimini, c'est pareil au niveau des médecins. Ils vont prendre contact avec moi, mais en catimini. Donc oui, il y a quand même une ouverture qui se passe. Prévenu de quelque chose, oui. Alors c'était un de mes défunts, chose qu'on ne les voit jamais en fait, nos propres défunts. Souvent les gens nous disent « Qu'est-ce que vous avez de la chance, vous devez voir vos défunts ». On va les voir quelques jours après leur départ, et puis après on ne les voit plus en fait. Enfin pour ma part, je ne les vois plus, je ne les entends plus, sauf quand il y a quelque chose. Par exemple, ma grand-mère a été hospitalisée d'urgence l'année dernière. Quelques jours avant, j'avais mon grand-père au pied de mon lit. Et je savais, il ne me disait rien, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait avec ma grand-mère. Si bien que c'est moi qui ai contacté ma tante en disant Mémé va bien. Et elle m'a dit justement, il fallait que je t'appelle parce que Mémé va pas bien. Donc voilà, là c'était vraiment... Donc quand je vois mes défunts, j'ai tendance à dire oula, sonnette d'alarme, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ils ne me préviennent pas forcément de choses difficiles que moi je vais vivre, dans le sens, ils ne vont pas me prévenir si je vais avoir un accident de voiture, voilà, je vais peut-être avoir une intuition, une sensation, mais ils viennent vraiment pour des choses importantes. Non pas qu'un accident de voiture c'est pas important, mais c'est comme si quelque part ils savent qu'il y a des choses qu'on doit vivre dans la vie quotidienne. On va se fouler la cheville, et puis il y a des choses plus importantes auxquelles il faut qu'on soit préparé. Notamment, il fallait que je sois préparée pour ma grand-mère et en plus j'étais en plein dans l'écriture du 3e livre où je parlais de comment accompagner quelqu'un en fin de vie. Donc, c'était toute une ambiance en fait. Donc j'ai été prévenue. J'ai été prévenue à ce moment-là, effectivement. Il y en a plusieurs. Lesquels en question, c'est difficile de... Alors, c'est un petit peu long, mais j'ai vécu une expérience avec un défunt. Ça, c'était au tout début que j'étais aide-soignante. Comme je vous ai dit, je suis pompier volontaire. Donc, quand on voit partir les ambulances, les fourgons, on sait à peu près que ça va être quelque chose de grave, en fait. Et je me rappelle un jour, j'étais en train d'attendre les pizzas au camion de pizza et on voit passer ambulance et le camion pour désincarcérer les voitures. Et j'ai fait la réflexion en disant à mon mari, il doit y avoir un truc bizarre qui se passe parce que je me sens pas bien. Bon, le lendemain matin, j'ai su par les journaux qu'il y avait eu un très grave accident mortel qui s'était passé à proximité de là où nous étions. Et je ne sais pas pourquoi, intuitivement, j'ai été poussée à me rendre sur le lieu, alors que j'avais rien à y faire. Hein, pas... Et en fait, quelques kilomètres avant le lieu de l'accident, alors que je ne savais pas du tout où est-ce qu'il s'était passé exactement, je vois un jeune homme qui est assis à côté de moi dans la voiture. Et il commence à me parler, il commence à me dire ralentis parce que c'est pas loin. Enfin, il me décrit un petit peu ce qui s'est passé. Et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là en fait? Il me dit mais il faut que tu passes devant, il faut que tu ailles voir, et puis il faut que tu préviennes ma maman que je suis pas morte, que je suis passée de l'autre côté. Les lendemains, et en fait, je lui explique que non, j'irai pas voir sa maman parce que malheureusement, il n'est pas le seul à être parti et que je ne peux pas m'amuser à aller voir tout le monde comme ça, spontanément, frapper à la porte des gens. Enfin bref, je l'envoie un petit peu gentiment promener. Je vois effectivement le lieu de l'accident. Enfin, je fais demi-tour, un petit peu barbouillée par ce qui vient de se passer parce que voilà, c'était... Et puis en fait, une semaine après, j'ai une amie qui s'occupe de funérailles, elle est laïque pour l'église, elle m'appelle, elle me dit dis donc Christelle, j'ai le jeune, tu sais le jeune qui s'est tué il n'y a pas longtemps? Je dis oui. Elle me dit écoute, j'ai sa tante, je lui ai parlé de toi, elle veut te voir.
D'accord. Donc je reçois la tante. Elle me dit, mais tout ce que vous... Donc on a une séance avec ce jeune. Elle me dit, mais il faut absolument que je transmette les infos à sa maman, ma soeur. Ah, je lui dis, bah, écoutez, oui, parce qu'il m'a demandé la dernière fois. Et en fait, elle me dit, bon, bah, ok, je vais le faire. Elle me rappelle le soir, elle me dit, ma soeur n'est pas prête de vous rencontrer. Elle ne se sent pas dans la capacité de le faire, elle préfère attendre. Pas de souci. On arrive à quelques mois après son départ. Je suis toujours en lien avec sa tante, mais par petits messages, par petites nouvelles, on va dire. Et sa tante me dit, bah, écoutez, demain, on va fêter son anniversaire terrestre. On va aller lui mettre une rose sur sa tombe. Est-ce que vous voulez venir? Et je lui dis, non, surtout pas. Mais au fond de moi, j'ai quand même cette envie d'aller lui poser une petite rose parce qu'il y a quelque chose, il y a un lien particulier qui se fait avec lui. Et le lendemain, je vais lui poser une rose, mais j'attends que tout le monde soit parti, c'est-à-dire que je me rends au cimetière à 19h, il commence à faire noir, je m'aperçois qu'il n'y a plus de voiture sur le parking, je me gare. Ah, je vois une dame qui sort du cimetière, j'attends qu'elle monte dans la voiture, la dernière voiture qui reste, et je vais au cimetière. Alors, c'est lui qui me guide vers sa tombe, je ne savais pas où est-ce qu'elle était non plus, il me dit, bah tu vas là. Et en m'approchant de la tombe, je vois une dame qui est encore là. Je me suis pas vrai. Alors j'attends. Je vais dans les autres allées à côté de la tombe et je me promène et tout. Et lui me dit, mais va voir, c'est ma maman. Ah, je dis, non, je ne vais pas voir ta maman, je ne vais pas la voir. J'attends que cette dame va dans la voiture qui restait où je pensais que sa voiture était partie maintenant. Et je vais poser ma rose sur la tombe de ce jeune homme. Et d'un seul coup, je sens quelqu'un qui appuie sur mon épaule. Je me retourne, la maman est là, derrière moi. Et lui, il éclate de rire dans mon oreille et il me dit, je t'ai bien eu. Et elle me regarde, elle me dit, excusez-moi, mais qui vous êtes? Parce que j'ai vu que vous avez posé une rose et je vous vois tourner dans le cimetière, qui vous êtes? Et alors là, je me suis retrouvée... les larmes me sont montées aux yeux et je lui dis, bah, écoutez, je m'appelle Christelle. Elle me dit, vous êtes Christelle, la médium? Elle a éclaté en sanglots et ce jeune homme, il était fier de lui parce qu'en fait, je lui ai des noms depuis le début et lui a fait en sorte que je rencontre sa maman nez à nez. Et ça a été pour elle comme pour moi quelque chose de très marquant parce que ça voulait dire que même si elle n'était pas prête, elle ne voulait pas, lui là-haut, il avait besoin qu'elle sache. Et du coup, ça a été une grosse expérience pour moi et un cadeau à la fois, parce que ça ne s'invente pas et que c'est vraiment quelque chose qui est assez fort à vivre. Donc voilà, une des expériences. Oui. Le chemin n'est plus seul. Celui-ci, c'est mon troisième et je dirais que c'est mon bébé. Les deux autres, c'est mes bébés aussi. Mais celui-ci, en fait, il y a toutes mes tripes. Voilà. C'est toutes mes tripes, toutes mes connaissances sur la fin de vie, sur ce que j'ai pu observer. En fait, c'est un rassemblement des deux livres, mais beaucoup plus... Je me positionne, en fait. C'est-à-dire que dans les deux autres livres, je témoigne, mais je ne sais pas trop ce qui m'arrive. Enfin, voilà. Et là... Dans ce troisième livre, c'est vraiment, je me positionne et je peux dire, en tant qu'aide-soignante et médium, qu'on peut apporter ça à quelqu'un qui est en fin de vie, on peut préparer sa mort aussi pour éviter de laisser ce fardeau à nos proches. Et du coup, j'ai parlé de ce que j'appelle les directives anticipées spirituelles. Donc on a les directives anticipées médicales, on va aller à l'hôpital, on va nous faire remplir des papiers, etc. Et les directives anticipées spirituelles, c'est un questionnement intérieur. Qu'est-ce que je veux, comment je veux être accompagnée s'il m'arrive quelque chose. Alors c'est vrai que c'est facile quand on est en bonne santé de dire ah bah moi je veux pas être réanimée, je veux pas ci, je veux pas ça. Et je préconise vraiment aux gens de ranger ce livre et de le ressortir autant de fois que c'est nécessaire et autant de fois que l'expérience vient. C'est-à-dire qu'on est tous menés à un moment donné de vivre la mort d'un de nos proches et on ressort le livre. Et on fait
point par point en fait. Et les directives anticipées spirituelles devraient circuler partout. C'est pas un testament, c'est vraiment se préparer sereinement. C'est pas un suicide non plus, on parle absolument pas de ça, mais on parle de justement protéger ses proches pour savoir anticiper cette fin qui arrivera de toute façon indéniablement, le plus tard possible c'est sûr, mais elle arrivera de toute façon. Donc c'est vraiment l'accomplissement de mon travail en fait. Voilà. C'est vraiment le livre de ma vie entre guillemets, parce que non je pense pas, mais le livre de ma vie au niveau accompagnement en fin de vie. Ça c'est clair. Ma plus belle expérience, c'est d'avoir accompagné les gens en fin de vie, justement. C'est ma plus belle expérience. C'est ce qui m'a fait grandir, c'est ce qui m'a fait devenir moi, c'est ce qui m'a fait prendre conscience des choses. Et c'est ma plus belle expérience. Et c'est un beau cadeau des personnes qui m'ont donné l'opportunité de les accompagner, des familles aussi. Et du coup, c'est ma plus belle expérience. Ce que je peux rajouter, c'est que la mort fait partie de la vie. De la fuir, ça rend les choses plus compliquées. Et le fait de s'y préparer au quotidien et d'en parler et de rendre cette mort moins taboue, permet petit à petit de nous lâcher prise et d'être plus serein quand les choses arrivent. Voilà. Merci à vous Lisa.